Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Grégory Rose. Grégory Rose est écrivain, auteur de micro-nouvelles et il tient une chronique sur Valeurs Actuelles. Nous allons parler de plusieurs sujets, notamment évidemment ces micro-nouvelles, mais aussi de la France, des différents thèmes actuels, que ce soit le changement de peuple, que ce soit le pouvoir d'achat, l'identité, le patrimoine. Nous allons parler maintenant. Grégory Rose, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur votre chaîne, c'est un plaisir pour moi. Ça avait été reporté, je crois, une première fois, mais on a réussi à trouver un créneau qui convient à tous les deux et je m'en réjouis. Exact. Alors, tout d'abord, peut-être, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'où parlez-vous, selon la formule marxiste, c'est-à-dire quelles sont vos influences, vos références littéraires? Eh ben, pour répondre à la Marx, je viens de nulle part, à peu près, hein. C'est-à-dire que mes influences sont à la base assez inexistantes, puisque je me suis intéressé assez relativement tard, enfin, c'est pas le terme exact, je me suis pas intéressé tardivement à la politique, à la littérature, mais je me suis donné la peine de m'instruire euh, plus tardivement, ayant comme beaucoup de monde un cursus classique, hein, école, post-bac, etc. Et pendant un bon bout de temps, j'ai cru que l'instruction reçue dans le cadre scolaire classique était une instruction de grande qualité, assez poussée, etc. Et en fait, comme beaucoup de monde aussi qui a commencé à être un peu plus clairvoyant, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça et qu'il fallait commencer à aller chercher un peu plus dans les livres. Ça a commencé à la bibliothèque universitaire où je me suis rendu compte que d'un rayon à l'autre, on pouvait avoir deux visions complètement différentes d'un même sujet. J'ai lu l'histoire de France alors un grand Pinville? historien. Non, alors David, c'était après justement. Jules, vous allez m'aider là-dessus. Michelin? Non. C'est ça, Michelet d'abord. Ah aussi, si, à la fac, c'est Jules Michelet. Et j'ai découvert Dainville. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même assez étonnant d'avoir des visions pas diamétralement opposées, mais critiques sur des thèmes complètement différents. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment que l'histoire était aussi une vaste propagande et que il fallait absolument sur chacun des sujets avoir deux sons de cloche différents. C'est pour ça que j'ai toujours pris l'habitude de lire des journaux de gauche et des journaux de droite pour faire mon propre avis. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai eu pas mal de livres, de lectures. Je vois que vous êtes un très grand lecteur également. Je le suis un peu moins quand même, mais je loue beaucoup de livres en même temps. Et de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres écrivains qui me... C'est même pas tant des écrivains en fait, c'est plutôt des thématiques qui me plaisent, qui m'ont plu beaucoup. Je commençais par beaucoup lire des romans et puis finalement je me suis rendu compte que c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et à chaque fois que je louais un livre ou à chaque fois que j'empruntais un livre, plutôt c'était des essais pour comprendre comment le monde fonctionnait. J'ai découvert très tardivement Renaud Camus, on pourra en parler j'imagine tout à l'heure. Et ça a été une vraie révélation en termes de style, en termes de contenu. Voilà, j'ai tout un tas de choses à dire. Et je crois que là, j'en suis arrivé à son 12e livre et il en a encore à peu près 150 à lire. C'est ça. Mais alors, quels sont les thèmes qui vous influencent ou qui vous portent? Parce qu'il y a Bah, aussi, je pense, des thèmes très présents dans Train de nuit. eh ben, alors je vais refaire ça. Les thématiques qui m'intéressent beaucoup, bah, c'est la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire pas la politique politicienne. Je m'y suis essayé à la politique politicienne, ça m'a pas plu du tout. J'ai donc arrêté. Mais comment comprendre comment fonctionne le monde, je suis assez curieux de tout en réalité. Et c'est mon grand défaut, c'est que de fil en aiguille, vous allez me parler d'un sujet, je vais lire le livre en question, et au bout de la 8e page, l'écrivain, l'auteur va sortir une phrase intéressante, une référence historique intéressante, et tout de suite je vais la noter, et j'aurai envie d'aller lire ce livre. Et c'est infernal en fait, hein. Ça, je pense que c'est le propre de tous les curieux. Je vois que vous souriez, bon, donc je pense qu'on Non, est non, déjà au parce que moins. moi, j'ai le même problème. J'ai lu des commentaires, beaucoup de gens qui me disent que j'ai derrière moi beaucoup de livres qui ne sont même pas ouverts et que c'est des livres de poche pour de la décoration. Mais c'est la même chose. On lit un essai, il y a énormément de références. Moi, la première chose que je fais quand je prends un livre, je regarde la table des matières et les références. Je regarde un peu ce qui est dit un peu dans ce livre, ce dont on va parler.
Et ensuite, j'achète et ça m'intéresse. Puis ensuite, on fait des liens. Au final, ça devient une interconnexion de bibliothèque, ça devient une interconnexion de livres. Et c'est pas seulement des livres qui sont placés les uns à côté des autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je vois une bibliothèque. Quelque chose d'assez vivant. Ouais. Mais justement, là, vous... Pardon, allez-y. Non, pardon. C'est comme ça, je pense qu'on arrive in fine, à découvrir ce qui nous intéresse le plus. Parce que la question qu'on m'est posée, c'est quelles sont vos influences, qu'est-ce qui vous intéresse. À la limite, tout m'intéresse, je suis curieux d'à peu près tout. Et c'est la grande difficulté. Et ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est me contraindre à ne pas acheter tel ou tel livre parce que ça sort complètement d'un cercle que j'essaie de me fixer. C'est pas une question de se spécialiser, mais on peut pas tout lire, on peut pas être curieux de tout et aller au fond de tous les sujets. Donc à un moment donné, il faut se restreindre. Il y a des gens, c'est plutôt la difficulté inverse. Il faut les pousser à lire parce que ça les intéresse pas forcément. Et je fais partie de ces personnes qui vont, comme je l'ai dit, lire un livre, noter toutes les références, noter toutes les idées, aller creuser, aller immédiatement à la fin du livre sur YouTube pour comprendre un peu mieux un autre type de sujet. Je lisais récemment un livre sur la Révolution française avec tout un tas de références bibliographiques. J'ai pas pu m'empêcher de les noter et d'aller creuser sur le génocide vendéen. Et voilà. Et après, ça nous emmène partout et nulle part en même temps. C'est ça le risque. C'est que ça nous fait nous disperser. C'est le plus grand danger des gens curieux, je pense, c'est la dispersion. Si on veut avancer, à un moment donné, il faut se dire, il faut se cadrer, il faut se mettre un carré ou plusieurs cercles et on ne sort pas de ces, avec 2-3 cercles maximum et on ne sort pas de ces cercles. C'est déjà beaucoup, hein. Mais si on fait pas ça, et je me le suis appliqué depuis plusieurs années maintenant, on va dans tous les sens et on n'avance pas. Donc moi, depuis, allez, on va dire 4-5 ans, donc c'est pas si longtemps que ça, hein, je me suis forcé à ne plus acheter certains livres, même si j'étais très intéressé par la lecture de ce livre, parce que comme aussi beaucoup de monde, on est dans la vie fictive, on a envie de lire un livre, on n'a pas forcément le temps de le lire. Donc les livres s'accumulent. On a fait un acte d'achat compulsif d'un livre et finalement on le lit presque jamais ou ça génère une frustration plutôt que... C'est l'inverse de les rechercher finalement. On va revenir sur un sujet parce que là, déjà, est-ce que vous considérez de droite, de gauche? Quel est le clivage que vous trouvez relevant? Et j'aimerais citer Conversano que j'ai reçu il y a quelques temps. Il dit être de droite, c'est être identitaire. Être de gauche, c'est être antiraciste. Est-ce que ce clivage, il vous paraît pertinent? Est-ce que vous ajouteriez quelque chose à ces informations, à ce clivage? Je pense que c'est quand même deux choses qui sont fondamentalement différentes, mais bien que je comprenne tout à fait ce qu'il a voulu dire par là. Et je le rejoins sur la dichotomie identitaire antiraciste. Parce qu'on peut avoir des gens de droite qui sont antiracistes, des gens de gauche qui sont un peu identitaires. Il y a des niveaux, hein, le curseur peut être bougé assez facilement, mais difficilement des personnes qui se disent à la fois identitaires et antiracistes. C'est un peu compliqué. Et encore une fois, lorsqu'on parle d'antiracisme, ça ne veut pas dire qu'on est raciste. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'on défend certaines valeurs, l'ancrage. Enfin, on peut revenir sur le sujet plus tard si vous souhaitez. Est-ce que la race. Oui, à la race. Alors moi, j'aime plutôt le terme ethnique qui englobe le concept de race, mais qui Oui, mais il y va a le au-delà. côté scientifique, c'est le côté scientifique, ça, justement. Mais il y a la race et la lignée aussi. Chose qui vous échappe. Ah oui, c'est pas un gros mot. D'ailleurs, Camus a écrit un magnifique livre à ce sujet, mais il a été dévoyé, il a été souillé par les idéologies justement antiracistes qui font pourtant de la race et du racisme leur fonds de commerce. C'est ça qui est assez étonnant lorsqu'on y réfléchit. Alors, est-ce que il y a une différence? Il y a deux questions, hein. Vous m'avez demandé si je me sentais plutôt de droite ou de gauche, et est-ce qu'il y a une différence entre la gauche et la droite? Je pense que fondamentalement, historiquement, idéologiquement, il y a des différences entre gauche et droite. Maintenant, la question, c'est est-ce que les gens aujourd'hui ont des repères? Est-ce que dans l'offre politique actuelle, on peut encore identifier des partis qui sont spécifiquement de droite, d'autres qui sont spécifiquement de gauche, avec les valeurs historiques que les deux orientations défendent? J'en suis pas si sûr. Je pense que c'est quand même un flou aujourd'hui idéologique complet. J'ai vu, j'avais écrit récemment un petit texte sur le sujet en disant que on est passé des convictions politiques à des postures idéologiques en une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que, alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous entends. Pardon, ça a coupé, vous m'entendiez, non?
Oui, oui, je vous entends, tout est bon là. Ah, parfait, bon. La écouté de mon côté. Alors, je vais peut-être la refaire. Disons qu'on est passé, je pense, en une cinquantaine d'années de convictions idéologiques, convictions politiques, à des convictions politiques, pardon. On est passé en quelques dizaines d'années à des convictions politiques, à des postures idéologiques. On voit bien qu'aujourd'hui, dans le débat, il suffit d'ouvrir n'importe quelle chaîne de télévision, n'importe quel journal, même aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de pire, de plus grave, pour se rendre compte que on ne parle plus de grands sujets de société avec un bagage politique, avec des grandes références à des grands hommes de son propre parti. En 1901, je crois, en France en tout cas, lorsqu'il y a eu avec Aristide Briand, je crois, qui avait fait des envolées lyriques, mais pas que, à l'Assemblée dans le cadre de la séparation de l'Église et de l'État. J'ai dit 1901, c'est peut-être pas 1901, ça c'est l'association, oui. Au début du XXe siècle. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on à l'Assemblée nationale? On parle de genre, on parle d'écriture inclusive, de sujets qui relèvent plutôt de l'individu et de la posture idéologique plutôt que de la nation et de la manière dont on va la guider pour la rendre meilleure et pérenne. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de droite et de gauche, on fait plutôt référence à ces éléments historiques, à ces postures, ces convictions politiques, alors qu'en réalité, tout parti confondu, je dirais, même ceux que j'ai pu soutenir, on parle plutôt de postures idéologiques davantage que vraiment de grands programmes politiques. Donc, être de droite ou être de gauche aujourd'hui, ça ne veut plus vraiment dire grand-chose. Même moi, je me pose encore la question, puisque je me suis toujours posé la question, est-ce que je suis vraiment de droite ou de gauche? J'ai plutôt des idées qui sont défendues à droite, avec des thématiques que je défends beaucoup, mais finalement, je ne suis pas issu d'un milieu bourgeois, ni petit ni grand bourgeois d'ailleurs, donc je ne me reconnais pas non plus lorsque je vais par exemple dans un rassemblement de reconquête. Il y a plein de personnes à qui je m'entends très bien, mais avec lesquelles je ne pense pas avoir comment dire, des références culturelles si nombreuses. Bah, bon, c'est très. J'ai l'impression que c'est très symptomatique de la France, parce que là, vous dites la droite, elle est forcément bourgeoise. En Suisse, on a un peu ce même problème. Il y a un parti qui s'appelle le Parti libéral radical, qui n'est en rien radical, mais c'est un peu le parti macronien suisse. Et on a toujours tendance à associer la droite avec la bourgeoisie, mais c'est pas forcément le cas, non? La droite n'est pas que bourgeoise. La droite, elle est aussi devenue prolétaire. Enfin, le peuple, maintenant, vote pour une droite identitaire, comme par exemple le Rassemblement national ou encore Reconquête. Quoique Reconquête atteint certaines limites parce que, comme vous l'avez dit, c'est un peu la haute bourgeoisie qui s'intéresse aux Reconquêtes. C'est un peu la droite filloniste. Je dirais, alors je suis pas un grand spécialiste de l'histoire des courants politiques, mais de ce que j'en sais, la droite en France est quand même très très marquée depuis notamment le RPR et les post-années de Gaulle, par cette classe qui a tendance d'ailleurs à disparaître, comme l'a très bien démontré Camus après avoir pris le pouvoir, celui de la bourgeoisie. La seule droite à laquelle je pense pouvoir m'identifier et qui vraiment est une droite plutôt populaire, c'est la droite du monde agricole. Le monde agricole ayant tendance à disparaître, cette droite-là et cette obédience-là a tendance également à disparaître. En France, on a toujours un parti qui s'appelle le CNIP, Centre national des indépendants des paysans, peut-être, j'en suis pas certain, qui pendant on va dire, dans les années 60-70, je crois, avait quand même des très très beaux scores aux élections et qui aujourd'hui ne représente plus grand-chose électoralement. C'est beaucoup, ça quasiment rien, quoi. Il doit y avoir quelques mairies, quelques élus, mais c'est tout. Alors que cette droite-là, je pense que je m'identifierais davantage à cette droite-là, qui est plutôt aussi très très ancrée à la terre, plutôt qu'une droite bourgeoise à laquelle je m'allie volontairement par rapport au projet qu'elle porte pour autant. Vous avez un projet, c'est celui de Nova Gallia. Est-ce que vous arrivez à décrire en quelques mots quel est en fait qui va être le but de ce projet? Alors Nova Gallia, j'en ai parlé effectivement sur mon site internet gregory-rose.fr. J'invite donc ceux qui nous écouteront à aller voir ça sur internet plus précisément. Mais
En quelques mots, Nova Galia, ça faisait quelques années que j'y pensais, et le déclic, ça a été simplement cette fondation qui s'est fixée pour objectif, avec plusieurs millions d'euros, d'aller repeupler les campagnes par des migrants d'origine africaine le plus souvent. En pensant bien faire, j'imagine. Bon. Avec la C'est complicité toujours pour bien faire. pour bien faire. Voilà, avec la complicité de maires, d'élus complètement benés. On l'a vu, hein, je sais plus dans quelle ville ça se passe exactement en Bretagne, j'ai plus le nom de cette ville, pourtant on en a parlé beaucoup et beaucoup. Mais on voit bien quand le maire il est rempli de bons sentiments, il se noie dans la moraline, ce bon monsieur. Et on voit bien que les gens n'en veulent pas. Plus de 80%, je crois, des sondés, enfin des gens qui ont été sondés ne sont pas d'accord avec ça, ils n'ont pas l'intention d'être très clairement remplacés de manière organisée, puisque je fais une petite parenthèse, mais on a dit pendant très longtemps que le grand remplacement était une théorie conspirationniste, extrémiste, d'extrême droite, enfin, tous les qualificatifs possibles. Xénophobe et raciste. C'est ça, ouais. Et on se rend compte finalement que le qualificatif organisé pourrait maintenant s'appliquer à certaines volontés individuelles et peut-être même soutenues par des pouvoirs publics d'ailleurs. Par des forces politiques. Et aussi, et ça pose d'autres questions. Et Nova Galia, c'est de dire, mais c'est très bien d'avoir des associations, c'est très bien d'avoir des partis politiques pour nous représenter, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'on parle de cette fondation qui veut repeupler les campagnes françaises? Parce que derrière, il y a des financements. Derrière, il y a de l'argent. Alors, c'est une personne qui, a priori, avait des fonds individuels, avait fait fortune. Peu importe d'où vient l'argent, l'argent est là. Donc, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse exactement la même chose pour pouvoir contrecarrer ce genre d'initiative avec une force de frappe réelle. Et pour avoir cette force de frappe, il faut de l'argent. Donc, l'idée de créer Nova Galia, je ne l'ai pas créé encore, hein, c'est un projet que j'ai mis sur la table. Maintenant, n'importe qui peut le prendre, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé et qui sont en train d'y travailler pour pouvoir le mettre en place, parce que c'est un truc, c'est phénoménal à mettre en place et à gérer, hein. Et on a tous plein d'activités, mais comment agir? C'est tout simple, avec un fonds, et je vous expliquerai sur les financements comment ça peut fonctionner, avec un fonds qui est très structuré, qui a des représentants dans chaque région par exemple. On est au courant de ce qui peut se passer, des besoins qui peuvent exister. On peut aller aider une famille qui se fait squatter, qui pendant 4 ans est dehors, personne ne l'aide. Si elle veut reprendre son bien, elle se fait embêter par la justice et elle risque d'aller en prison. Là, une fondation telle que Nova Galia pourrait venir les aider, leur apporter des aides par les avocats, les reloger le temps que la famille squatteuse se fasse expulser de la maison et du pays si possible. Une personne une jeune fille qui se fait agresser dans la rue par de jeunes personnes motivées, diplômées, qui viennent d'ailleurs, par exemple, ça arrive, hein, je crois savoir que dans l'actualité, ça arrive parfois, par exemple, ouais. Eh bien, plutôt que de faire un buzz qui va durer une journée en s'attristant de la situation de cette pauvre jeune fille, mais pas trop quand même, hein, et ensuite en s'attristant de la situation de ces pauvres personnes en situation irrégulière qui, vous vous rendez compte, n'ont pas les mêmes codes culturels, n'ont pas eu la chance que nous avons, nous, avec notre privilège blanc, eh bien, cette fondation pourrait très bien venir aider cette jeune fille en disant on va prendre en charge les frais d'avocat, les soins médicaux et psychologiques en cas de besoin. Voilà, un vrai accompagnement humain et financier jusqu'à ce qu'on ait gain de cause, c'est-à-dire jusqu'à ce que les personnes qui ont commis ce crime soient punies et expulsées. Pareil, même chose, hein, on va jusqu'au bout de la démarche, avec derrière, ce qui coûte le plus cher, un gros aspect de communication, non pas pour profiter de cette situation et aller de manière idéologique s'appuyer sur un malheureux cas individuel pour avoir les portées plus générales, mais pour contrecarrer la propagande qu'il y a dans les journaux, qu'il y a dans les journaux télévisés, journaux papier, en disant voilà ce qui est arrivé à cette jeune fille, elle témoigne ou pas d'ailleurs à la Visage Découvert, voilà comment on l'a aidée, voilà comment on peut vous aider demain. Et je pense que c'est avec des initiatives de cette nature-là, alors j'en ai cité que 2 sur mon site, vous allez voir, il y a plein d'autres exemples, hein, bien sûr. Mais c'est pour montrer que ça, un parti politique ne peut pas le faire. Une association, elle va avoir des moyens très limités. Alors qu'une fondation, il y a 10 millions de personnes qui ont voté pour un parti patriote aux dernières élections présidentielles. 10 millions. Si on imaginait ne serait-ce que 10% de ces personnes, ce qui est gigantesque, hein, lorsqu'on fait des levées de fonds, faut pas rêver. Il n'y aura jamais 1 million de personnes qui participeront. Mais
Si on arrive déjà à lever ne serait-ce que 500 000 euros ou 1 million d'euros, c'est énorme tout ce qu'on peut faire avec ça. C'est énorme. On peut venir en aide à plein de personnes. Et il suffit d'une ou deux pour que les gens se disent « Ah, mais c'est quelque chose de sérieux, effectivement, ça peut nous aider. Non, mais je vais donner un peu. » Et pas beaucoup, hein, ça peut être quelques euros par mois, sachant que l'idée est non pas de donner une fois pour être défiscalisé, mais c'est une démarche militante. C'est-à-dire qu'on donnerait X% de son salaire tous les mois. Ça peut être 0,3, 0,4, 0,5. Un SMIC, ça représente 5 euros par mois. C'est beaucoup. Pour quelqu'un qui gagne le SMIC, c'était à peu près 1200 euros, je dirais, par mois. C'est à peu près 5 euros. Mais voilà, il y a un moment donné, il va falloir se serrer les coudes et avoir une force de frappe à notre disposition pour pouvoir agir. Et on peut aller encore bien plus loin que ça avec ce type de fondation, mais encore faut-il que on mette ça en place et on y aille, quoi. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts pour ce genre d'initiative? C'est-à-dire qu'ils seront d'accord de donner 5 euros pour une telle cause? Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait autant de Français qui seraient capables d'y aller que de Français qui ont conscience de la gravité de la situation, c'est-à-dire très peu, malheureusement. Mais plus on va dans le temps et plus on se rend compte que ça devient invivable dans plein d'endroits, y compris à Nantes, qui était un paradis. Nantes, il y a une vingtaine d'années, l'une des villes où on vivait le mieux en France, hein, Nantes. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est une ville qui est, après une gestion socialiste catastrophique et assumée, une ville où il fait plus bon vivre, où l'insécurité règne à tous les coins de rue quasiment. Enfin, je veux pas dresser un portrait noir de la ville non plus, ça reste une belle ville. Mais l'insécurité, c'est d'abord effectivement un sentiment, mais qui devient une expérience vécue pour certaines personnes, pas toutes. Mais il faut pas tomber dessus. C'est-à-dire que ça peut rester un sentiment d'insécurité. Malheureusement, quand ça tombe sur vous, ça vous marque à vie. Et lorsqu'on est une jeune fille, qu'on se fait agresser par 3 ou 4 personnes dans la rue, c'est la vie qui est foutue, très clairement. Ceux qui ont commis cet acte-là, limite, ils s'en foutent. Pour en arriver là, c'est qu'ils n'ont aucune conscience. Genre. Donc aujourd'hui, on est encore dans une situation où les gens, tant qu'ils ont leur petit confort, leur travail, lorsqu'ils sont nourris, qu'ils peuvent aller en vacances, ça les touche plutôt pas trop, quoi. Mais je pense quand même qu'on est arrivé à un moment où on voit bien, il y a quand même 7 millions de personnes, 7% des électeurs qui ont voté pour Éric Zemmour, et d'autres plusieurs millions pour Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Donc parmi ces électeurs-là, je pense qu'il y a quand même un vivier de personnes qui sont motivées non pas simplement pour faire acte de présence au moment du vote en disant oui, je suis assez d'accord, je vote pour eux, mais pour aller plus loin que ça, pour aller militer, pour donner un peu de leur temps ou de leur argent pour ce genre d'action. Je pense qu'on peut en trouver sans aller sur la levée de millions et de millions d'euros, hein, mais ne serait-ce qu'un demi-million ou 1 million d'euros, ça suffirait largement pour engager déjà de belles actions. C'est tout à fait faisable. Même en dessous, hein, même avec 100 000 euros, on pourrait commencer à aller loin. Ça, je suis tout à fait d'accord. Quand on voit la plupart des journées subventionnées en France qui font un travail médiocre, nous, si on était subventionné, je pense qu'on ferait un travail évidemment de meilleure qualité. Mais moi, ma question, parce qu'évidemment, je me fais l'avocat du diable, comment allez-vous faire pour contourner le système financier actuel, pour avoir un compte en banque, pour qu'une banque vous accepte Nova Galia, un fonds comme ça? Ah, mais c'est très simple. Encore une fois, hein, c'est pas quelque chose que je suis en train de monter. J'aimerais avoir le temps de le faire. J'aimerais pouvoir être complètement indépendant financièrement, être un boursier, comment dire, un trader, par exemple, un trader qui est devenu complètement indépendant, ce genre de choses. C'est pas ce que je suis en train de faire, mais toutes les idées sont là. Il suffit que j'en discute avec quelqu'un pour essayer de l'accompagner dans ces idées-là pour qu'elle puisse se développer, ou même peut-être moi je le ferai un jour, j'en sais rien. Mais pour contourner ces interdits bancaires, tout simplement, hein, on prospecte, ça ferait déjà un premier coup de pub. Voilà, Nova Galia, on a fait X banque. Il faut se servir de l'arme de cet adversaire. Moi, j'imagine bien quelque chose du type caméra cachée, on y va, et puis après, on fait tourner ça sur les réseaux. Regardez, chers amis français, comment on a été accueillis par les banques françaises. Qu'est-ce qu'on fait? Premier buzz, première levée de fonds. Merci les banques. Effet stressant de maîtriser. Deuxième, il y a aujourd'hui des tas et des tas de possibilités de contourner.
il y a les banques en ligne, il y a les banques à l'étranger, l'application Wise, enfin, il y a tout un tas de possibilités d'ouvrir des comptes autrement qu'en France. Malheureusement, on peut les domicilier ailleurs. Il y a aussi d'autres possibilités, aller dans le domaine des crypto-monnaies, par exemple, pour gérer son fonds en Ah crypto. oui, ça en a fait une solution, mais vous avez vu récemment PayPal va virer tous ses utilisateurs qui enfreigneraient les conditions d'utilisation. C'est-à-dire dès que le message serait raciste, etc., etc., ils peuvent totalement bloquer le compte PayPal. Donc ça, évidemment, tous les revenus qui étaient à la base générés par PayPal sont bloqués. On a vu la même chose avec Renaud Camus, qui a eu sa cagnotte Litchi bloquée alors qu'elle était censée payer ses frais d'avocat. Et je sais plus combien il y avait quand même quelques milliers d'euros, mais c'était vraiment plus incroyable. Et ça a été bloqué. Hmm. Ah ben, le système, de toute façon, à partir du moment où vous voulez combattre le système va vous combattre. C'est vrai que, vous faites bien de le souligner, ce genre de démarche-là va rencontrer beaucoup plus de difficultés que la démarche diamétralement opposée qui va consister à ouvrir un compte pour réinstaller des migrants avec tout le vocabulaire qui va bien, hein, redonner de la vie au village, etc., etc. Sauf que idéologiquement, et pas qu'idéologiquement d'ailleurs, au niveau civilisationnel, ça pose plein de difficultés, plein de questions, plein de problèmes. Donc la manière de contourner ça, c'est de jouer avec les mêmes armes que le système, c'est-à-dire ne pas présenter Nova Gallia comme une espèce de génération identitaire bis avec des actions qui ont eu leur effet, hein, mais plutôt de jouer, et là tout sera dans les mots, tout sera dans le marketing, dans la façon de présenter les choses, mais à la fois sur le réel et à la fois sur, par exemple, quelqu'un qui se fait agresser et que Nova Gallia va défendre, c'est regarder la situation. On a une personne, un vieux monsieur par exemple, qui s'est fait agresser dans la rue, aujourd'hui, ou alors expulsé de chez lui parce qu'il y a des squatteurs, et là, et on fait comme les gauchistes, quoi. On fait pareil. On met la petite musique larmoyante derrière, les petits témoignages qui vont bien, de sorte de toucher le public, de sorte de lui dire, regardez, si vous êtes un vrai pourri, si vous n'êtes pas ému par ça, quoi. C'est ce qu'ils nous font d'ailleurs. Tous les jours à la télé, on a ça. Si vous n'êtes pas ému par ça, ça et ça, vous êtes un pourri. Bah là, c'est pareil, même chose. Et objectivement, c'est vrai. Enfin, vous avez un monsieur qui a vécu toute sa vie en France, qui a travaillé, qui se fait dégager de chez lui à 80 ans. Et ça, c'est pas du vécu, mais c'est dans la presse, hein, on l'a vu, hein. Je crois qu'il y avait 100 000 euros de flotte parce que des squatteurs qui sont pas forcément d'ailleurs des migrants, hein, ça peut être des Français, des bons Français de souche, hein, qui ont squatté et qui lui ont laissé une belle petite ardoise de 100 000. Le monsieur avait plus de 80 balais. Donc, comment ne pas être ému par cette situation-là? Et c'est là-dessus qu'il faut jouer sans parler ni d'origine, ni de ci, ni de ça. Non, non, on joue avec les mêmes armes. Les gens comprennent. C'est même pas la peine de toute façon de parler ça. Les gens font leur analyse eux-mêmes de toute façon. Et c'est même pas le combat. Le combat, il est pas là. Le combat, il est de dire défendons ceux qui ne sont pas aujourd'hui défendus, alors qu'ils devraient légitimement l'être, et qui en plus sont accusés. Parce que dans beaucoup de situations, l'agressé devient presque l'agresseur. Ah, vous êtes agressé? Oui, mais enfin, vous vous rendez compte, vous êtes sorti en jupe dans tel quartier à telle heure. Attendez. Ah, vous êtes fait voler? Mais attendez, vous n'avez pas traversé cet endroit-là à telle heure. Moi, je me rappelle quand j'habitais Paris, on me l'a dit ça, hein. Je me suis fait voler 4 deux roues, dont un brûlé. Et on m'a dit, ah ben monsieur, pourquoi vous garez votre deux roues à Gare du Nord? Vous savez bien que c'est une zone de non-droit à Gare du Nord. Il y a la guerre. Oui, il y a la guerre parfois. Mais voilà, enfin, c'est un peu ça l'idée, c'est de renverser la vapeur, quoi. Revenir au bon sens. Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Après, je vais essayer de nuancer le plus possible parce qu'on est sur un terrain glissant. Je pense qu'au vu de la situation actuelle, il ne faut pas s'étonner que des voitures prennent feu selon dans quelle région de France on se situe. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que le problème, évidemment, ce n'est pas de la faute de la personne qui aurait mal garé son scooter, mais selon où on gare son scooter, on peut avoir de jolies surprises. Oui, après, c'est vrai que c'est du bon sens, on sait bien. Mais là où je veux marquer là, c'est peut-être pas un bon exemple que j'ai pris, mais là où je veux marquer le trait, c'est de dire, s'il y a des zones, effectivement, en France, où il est dangereux de circuler, où il est dangereux de laisser ses biens, alors que ailleurs, c'est pas le cas,
pourquoi les pouvoirs publics ne l'admettent pas et n'agissent pas en conséquence. C'est ça, en fait, l'idée. C'est comme ça que j'ai voulu illustrer mon propos. Mais évidemment, on le sait tous. Enfin, là, c'est pas le bon exemple, parce que pour ce qui m'est arrivé, c'était vraiment en face de la gare, en général. Il y a des flics partout, c'est très surveillé. Enfin, il n'y a pas de difficulté particulière. On est quand même à Paris, devant une gare. Bon, voilà. Mais maintenant, si Gare du Nord à Paris, ça pose problème, moi, je suis pas au courant. Hein. Faut qu'on m'explique pourquoi. Pourquoi ça pose problème, messieurs les politiques. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de dire, avec Nova Gallia, on peut très bien faire ce genre de choses. Tiens, voilà ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un problème à cet endroit-là? De même manière que, de la même manière que si on avait un problème quelconque avec quelqu'un qui irait mettre une bombe dans une mosquée, dans une boîte aux lettres, par exemple. Ah, tiens, on a eu le cas une fois. Hein. Est-ce que il a utilisé tel dispositif pour faire une bombe? On va l'interdire, puisque ça peut effectivement blesser des gens. Donc là, pareil, même là, il y a 2 poids 2 mesures, et c'est le fait de l'illustrer, etc. Mais ce qui va changer de travail d'association ou de parti politique, c'est l'argent. Le fait que les gens soient mobilisés pour avoir un fonds important et avoir les moyens très puissants de communiquer. Dernière question, avant que nous allions sur les micro-nouvelles. Quelle vision est-ce que vous avez de la France à l'heure actuelle? Quel est le problème majeur? Moi, quand j'observe la France, j'ai l'impression que c'est une pièce de théâtre, tout est faux. La télévision est fausse, les débats sont faux, ce sont des faux débats. Tout ce qui est... Par exemple, maintenant, on parle de plus en plus des dangers de l'immigration. Mais rien ne change. Macron veut réenchanter les campagnes avec des chances. Quel regard est-ce que vous avez par rapport à ça? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est organisé? Quelle est votre vision? Ma vision, par rapport à la question que vous venez de me poser, ça me fait penser à Rome qui brûle et où tout le monde est plus ou moins en train de danser, de finir les jarres de vin qui peuvent encore être remplis. C'est la fête et les barbares sont déjà dans la cité. Et Rome est en train de brûler, mais on n'est pas encore en train de brûler complètement parce qu'il y a quand même un petit peu d'espoir. Et en me disant ça, j'annihile tout espoir. Mais c'est comme, ouais, je pense que vous l'avez dit, c'est une grande mascarade où nos gouvernants sont tout à fait au courant de ce qui est en train de se passer, le couvent pour pouvoir durer le plus longtemps possible dans cette situation-là, mais ils savent très bien que il y a 2 solutions: soit on prépare le terrain à l'envahisseur pour espérer sa clémence lorsqu'il sera maître du terrain, ou alors on le combat, on le dénonce, ce qui demande un tout petit peu de courage, ce qu'assez peu de politiques ont aujourd'hui. C'est comme ça que je vois les choses en fait. J'en suis même plus. D'ailleurs, je pense même plus que le jeu démocratique le soit encore vraiment. Ça fait déjà un bon moment que je pense ça, mais lorsqu'on voit les forces en présence, on se dit mais est-ce qu'on va un jour vraiment réussir à, par cette voie-là, ce régime-là, est-ce qu'on va réussir à renverser la vapeur ou pas? Est-ce qu'on va réussir à se sauver nous-mêmes? Ou est-ce qu'on va continuer à être des idiots pouce-boutons, à croire pendant les élections que tout va changer en votant pour telle ou telle personne, pour se rendre compte que finalement, il faut, je sais plus qui avait dit ça, il faut que tout change pour que rien ne change, c'est un peu l'idée. Je pense que c'est aussi un problème on est arrivé au bout de ce que pouvait nous offrir la 5e République et peut-être même la République d'ailleurs en elle-même. Je dis pas que la monarchie ce serait une solution absolument miracle, puisqu'on a bien vu que non. Mais malgré tout, je pense pas qu'on puisse revenir à l'essence de ce qu'est la France sans repasser par un régime de type monarchique qui a forgé ce que nous sommes depuis des siècles et des siècles. Amen. Enfin, voilà, je veux dire, à un moment donné, si on fait le bilan de la République, c'est quand même, elle est née dans le sang, et je souhaite pas qu'elle meure dans le sang, mais je souhaite quand même qu'elle meure peut-être soit pour mieux renaître, soit pour laisser place à un régime qui sera peut-être un peu plus vertueux. Et j'ai pas la solution miracle. Hein. La monarchie en elle-même, c'est pas non plus satisfaisant d'avoir quelqu'un qui est sans aucune légitimité à part celle de Dieu, en qui de moins en moins de beaucoup. Croire. Voilà, c'est déjà beaucoup. Après, on voit bien, par exemple, si on prend l'exemple de la couronne royale d'Angleterre, c'est pas forcément un modèle qui fonctionne bien aussi non plus. Hein. Enfin, donc il y a
Mais J'ai pas par la contre, là solution. où je vous rejoins, c'est que je suis tout à fait d'accord. Je pense que tout combat identitaire sans catholicisme, en fait, meurt totalement dans l'œuf parce que l'Europe, c'est quand même basé sur le catholicisme. Gonzague de Reynaud, là que je suis en train de lire, il dit qu'il y a une base chrétienne, une maison, pardon, une base grecque, une maison, un étage romain et un toit chrétien. Et, euh, et en fait, ce toit-là, on est en train totalement de le détruire et il y a tout qui va s'effondrer. Donc, le retour au catholicisme est pour moi une solution qui est majeure. Et en parlant de ça, est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez au Great Reset? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est possible, envisageable, pardon, ou est-ce que c'est totalement hors propos? Alors, pour me faire un avis un peu plus éclairé, j'ai acheté le fameux livre de ce personnage-là. Klaus Schwab. Voilà. Je l'ai pas lu encore. Je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu. La difficulté, c'est que toute thèse complotiste s'arrête d'être complotiste, mais lorsque la réalité donne raison aux prétendus complotistes, on l'a vu, on a plein d'exemples de ce type-là. Non, mais Je pense c'est qu'il y que a ça. ouais, non, mais c'est tellement caricatural. Enfin, j'ai quand même parcouru le bouquin, hein. Il y a des choses qui sont tellement caricaturales, mais on se dit qu'après ce qu'on a vécu avec le Covid, il y a quand même eu des choses qui étaient, on le voyait bien, plus de l'ordre de la crainte d'avoir derrière des procès si le politique ne faisait pas suffisamment pour protéger les populations, mais il y avait beaucoup d'entraves aux libertés individuelles, ce qui a posé quand même pas mal de questions. Aujourd'hui, c'est terminé, alors que d'autres disaient ça c'est fini, on vivra plus jamais comme avant, c'est terminé. Les médias et les réseaux sociaux jouent aussi beaucoup de jeu dans l'aspect un peu parano des choses, mais est-ce que fondamentalement, il y aurait un intérêt pour l'humanité de tout remettre à plat? Je pense que oui, les dirigeants auraient cet intérêt-là. Ça rejoint un peu la pensée d'Attali qui estime que on va dans les prochaines générations vers un système de caste à l'indienne, c'est-à-dire une petite partie de la population mondiale qui serait des nomades un peu riches, qui auraient droit à tout dans n'importe quelle condition, une très grande partie, les intouchables, hein, entre guillemets, qui seraient 65%, 70% de la population qui seraient des pauvres, enracinés certes, mais Des bloqués en esclaves. réalité, des esclaves, et une petite classe moyenne qui serait la classe un peu ouvrière, un peu la classe, non, la classe moyenne pas ouvrière, mais ceux qui font tourner la machine finalement, qui vivront toute leur vie et de génération en génération dans l'illusion de pouvoir accéder à cette classe, cette classe dirigeante sans pouvoir jamais y accéder, et dans la crainte absolue d'être rétrogradé, d'être relégué au rang d'intouchable. C'est comme ça que lui voit le monde dans les prochaines générations, et je pense que malheureusement, c'est pas souhaitable, mais c'est en train effectivement de se dessiner. On voit bien que de plus en plus de politiques et même enfin, de partis politiques et d'idéologues œuvrent pour avoir un revenu minimum universel. C'est quoi le revenu minimum universel? C'est l'asservissement absolu, total et définitif. Vous êtes En Suisse, ça a complètement été dépendant. voté. Ah, ben voilà. De toute façon, En si Suisse, vous ça a avez été tout, voté et refusé. Par contre, le sujet est revenu sur la table durant la pandémie pour justement, enfin, pour moi, ce n'est évidemment pas anodin, c'est pour ça que j'ai mon sourire en coin. Pour moi, tout s'articule à ce niveau-là et ça permettra aussi, si je vous dis, est-ce que vous croyez à l'argent liquide, par exemple, il n'y aura plus de cash. ah, ben, on va vers ça, oui, effectivement. Mais des solutions alternatives vont arriver. On parlait tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure les crypto-monnaies. Il n'y a plus d'argent liquide, mais ça n'empêchera pas ceux qui se servent le plus de l'argent liquide au-delà des honnêtes citoyens qui vont acheter leur pain avec leur petit billet ou qui achètent sur le bon coin, enfin sur des sites de petites annonces quelques petites choses pour finir les fins de mois. L'argent liquide, je pense, un jour va disparaître. C'est quasiment évident, ne serait-ce que pour une question de confiance, mais une question de contrôle des élites sur la circulation de la monnaie. Mais des solutions alternatives sont déjà en train d'arriver. Ce sont les crypto-monnaies. Et il existe déjà des crypto-monnaies qui sont dédiées spécifiquement, d'une part à l'argent sale et d'autre part avec la finance décentralisée.
à un moyen de payer de téléphone à téléphone sans que personne, sans que ça passe complètement en dessous des radars. Donc à moins qu'ils trouvent un moyen ils en trouveront un jour, de regarder ce qui se passe en finance décentralisée. Mais sinon, il y aura une alternative qui va arriver. Il n'y aura plus de liquide, mais il y aura un autre moyen. Donc oui, je pense que les billets, les pièces selon attribution, un jour vont disparaître. Dans cet objectif justement de pouvoir contrôler ce qui se passe et contrôler les gens qui vont être complètement soumis à un système d'allaitement financier ad vitam aeternam. Alors on est content, on se dit tiens, très bien, je gagne mettons 700, 800 euros par mois sans rien foutre, c'est parfait, c'est magnifique. Oui, sauf que allons-y, quoi. Allons-y, ouais, c'est ça. Sauf que derrière, sans argent liquide, on peut pas aller vendre des trucs au black ou se faire payer au black contre service pour arrondir les fins de mois et finalement avoir un meilleur pouvoir d'achat que quelqu'un qui va aller travailler tous les jours à l'usine ou au bureau. Mais voilà, c'est l'objectif. Et ceux qui auront un peu plus de droits, c'est-à-dire ceux qui travaillent et qui sont aussi bien dans les clous, pourront espérer peut-être travailler pour gagner plus. Il y en aura toujours quelques-uns qui y arriveront, mais ces trois classes que voit Attali, et Dieu sait que je n'apprécie pas ce personnage, mais je pense que sur sa vision des choses, il a malheureusement, je pense, raison, mais et pour cause. Il fait partie de ces personnes qui vont orienter et façonner le monde à leur image. Tout à fait d'accord. Bon, on va passer maintenant aux micro-nouvelles. Moi, j'aimerais qu'on parle de la première micro-nouvelle que je trouvais très bien. C'est la grippe dignoise. Donc, Digne-les-Bains, c'est où vous habitez. Pourquoi avoir eu envie, en fait, de créer, d'en rire et de faire, en fait, une caricature totale de ce qui s'est passé durant 2 ans? Alors, deux observations avant de commencer. La première, c'est que vous êtes la première personne qui a compris le sens de cette nouvelle-là, en particulier. Parce que je me suis dit, tiens, je vais pas le faire de manière trop, trop visible, cette petite critique, parce qu'elle peut se dire de plusieurs manières, comme toutes les nouvelles d'ailleurs. Mais je vais y revenir. Effectivement, je l'ai écrit au moment où on était en pleine psychose, en France comme partout ailleurs d'ailleurs, et surtout une accumulation de mensonges. Ce qui fait que lorsqu'on est un observateur un peu éclairé de la situation et de la scène publique, on se dit, mais attendez quand même, ces gens qui nous dirigent nous ont dit d'abord, et c'est vérifiable, hein, c'est sourcé, tout ce que je vous raconte là, c'est sourcé, en France en tout cas, le ministre de la Santé qui nous dit, non mais attendez, c'est une petite grippe, il n'y a pas de danger, de toute façon il doit y avoir 1 ou 2 cas en France, terminé, il ne va rien se passer. C'était en décembre ça. On a su plus tard qu'ils savaient déjà qu'il y avait des centaines et des centaines de cas. Donc vouloir couver du feu en mettant de l'huile dessus, c'est pas terrible. L'histoire des masques, ça faisait des années que les rapports de la Cour des comptes, ou je ne sais quel organisme, disaient, mais attendez, on avait un stock stratégique de masques, pourquoi on n'en a plus? Ça coûte trop cher. Oui, mais si on en a besoin, on fait comment? On verra. Plus de masques. Donc ça sert à rien le masque. Finalement, mettez un masque, c'est obligatoire, sinon vous avez une amende. Vous pouvez pas sortir de chez vous, confinement. Je peux comprendre que dans l'affolement, première fois que ça arrive à cette échelle-là, je peux comprendre que les gouvernements aient du mal à trouver des solutions pour endiguer cette épidémie qui a fait des morts, c'est indéniable. Mais la solution qui a été trouvée, c'est de dire tout le monde, cet égalitarisme-là, tout le monde y a eu droit. Vous êtes jeune, en bonne santé, vous avez le Covid, il y a 99% de chances, et c'est les statistiques qui l'ont démontré après coup, que vous n'ayez au pire qu'une grippe carabinée, quoi. Vous n'êtes pas en bonne santé, vous êtes un peu plus âgé, etc. Vous avez de grands risques d'y passer. Bon. Donc, ce qui aurait dû être fait, c'est tout un tas d'autres choses sur le vaccin, etc. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi cette petite nouvelle qui est effectivement un peu ironique, c'était pour soulever, avec un peu de sarcasme, cette espèce de, comment dire, de chasse. Je dirais pas supercherie parce que le virus a vraiment existé et que le virus a vraiment tué, mais c'était au moment où on sortait tous les 15 jours un nouveau variant. Moi, dans mon histoire, j'en sors un nouveau qui est complètement létal, etc. Enfin, c'est un peu caricatural tout ce que je raconte, mais justement pour dire, mais attendez, oui, des variants, il va toujours en exister, mais visiblement, d'après ce qui est en train de se passer, c'est pas de cette manière-là, c'est pas avec la panique, parce que j'ai voulu aussi un peu créer un peu cet esprit de panique dans la petite nouvelle que j'ai écrite. C'est pas avec cette panique et en voulant tous les jours devant je sais pas comment ça s'est passé en Suisse, mais nous on avait le droit à une grand-messe tous les soirs,
presque quasi christique, avec le nombre de morts, le nombre d'alites et le nombre de ci, le nombre de ça. Finalement, aujourd'hui, c'est exactement le même Omicron là qui traîne. C'est devenu, comme tous les complotistes l'avaient pressenti, une maladie, enfin un virus qui va tourner, qui va continuer malheureusement à faire des morts, mais qui va tourner dans la population générale et qui continuera à faire son effet, quoi. Donc le fait de vouloir dire attention, il y a un variant, la psychose, attention, on va tous mourir, non. Les scientifiques que personne n'a écouté à l'époque disaient déjà non, mais c'est pas cette manière-là qu'il est convenable de pouvoir traiter ce virus-là, et c'est certainement pas en accédant à la psychose et en voulant toujours faire le buzz en disant attention, nouveau virus, on va tous mourir, celui-ci il n'est pas comme les autres. Finalement, c'était pas le cas, quoi. Et enfin, tous les épidémiologistes que j'ai pu, j'ai lu un peu sur la question, je suis pas spécialiste, mais ils disent que plus un virus est dangereux et plus il va avoir de mal à se répandre. Parce que par définition, il va tellement tuer vite. C'est pour ça que Ebola, on a eu jusqu'à aujourd'hui beaucoup de chance. En le contenant, on arrive à ne pas le faire se diffuser. Et plus il est bénin, entre guillemets, pour la population générale, je ne parle pas pour certaines tranches de population, plus il est bénin et plus il va se diffuser facilement. Ce qui est le cas des coronavirus. Mais ce qui est tout à fait évident. C'est logique. Non, mais c'est comme tout. YouTube, c'est un mauvais exemple, mais tout le monde est sur YouTube maintenant parce que c'est gratuit, c'est facile d'accès. Enfin, ça prend 2 clics et on est sur YouTube. Dès qu'il y a des grosses barrières à l'entrée, il y aura de moins en moins de personnes qui vont y accéder. Et là, c'est un peu un parallèle similaire avec le virus. Plus il y a de personnes qui en sont porteurs, et moins il est létal. Mais concernant la nouvelle, il y a vraiment des personnes qui ont pris ça au premier degré? Oui, mais pas dans le sens attention, on va tous mourir, plutôt dans le sens mais il y a plusieurs façons de la lire cette nouvelle, en fait. C'est ce qui d'ailleurs, c'est ça la deuxième chose que je voulais dire. Vous avez parlé de micro-nouvelle. En fait, la micro-nouvelle, c'est encore un autre format qui est beaucoup plus petit, qui a fait l'objet, je pourrais peut-être qu'on en parlait tout à l'heure, d'un grand prix que j'ai lancé de la micro-nouvelle. La micro-nouvelle, c'est moins de 1000 signes. 1000 caractères, c'est-à-dire une centaine de mots. C'est vraiment très intéressant. Très, très court. Je pourrais en parler tout à l'heure si vous le souhaitez, parce que là, le concours est terminé. On va continuer à recevoir et à lire les très nombreuses participations qu'on a reçues de partout dans le monde. Je crois qu'il y a 25 pays en tout qui ont participé. C'était assez incroyable. Mais pour revenir à la nouvelle en question, la grippe dinoise, déjà c'est un clin d'œil parce qu'effectivement j'habite Digne, mais c'était plutôt le traiter aussi sur le thème regardez, vous avez la solution en face de vous, et plutôt que c'était un peu un hommage à Raoult en fait, Didier Raoult qui avait trouvé un process qui vaut ce qu'il vaut, je suis pas scientifique, mais qui visiblement a soigné la famille de hauts dignitaires de l'État français, même s'ils l'ont craché dessus après. Mais ce Didier Raoult avait trouvé un protocole sanitaire qui visiblement faisait son effet sur un médicament qui a été qui était déjà, il était rentabilisé, c'était son grand problème. Ça ne peut pas bénéficier aux grands groupes pharmaceutiques, on pourra en dire des choses là-dessus. Mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire la solution, vous l'avez devant vous, mais plutôt que de remercier ou de chercher la question, vous allez aller brimer celui qui potentiellement est porteur d'une solution, et vous allez le shadow ban, quoi. Vous allez complètement le masquer, vous allez complètement l'effacer de votre existence et continuer votre bonhomme de chemin, alors qu'en fait la solution elle est devant vous. Et on se rend bien compte qu'au tout début, c'était quand même, au début de l'épidémie, il était reconnu comme un grand virologue, épidémiologiste, je sais pas exactement, mais quelqu'un qui avait fait ses preuves dans son domaine de la médecine, et qui effectivement avait des résultats assez probants pour atténuer les effets du Covid sur les patients traités. Mais on l'a traîné dans la boue, et effectivement, son personnage, le rôle qu'il joue, l'a pas beaucoup aidé, l'a beaucoup desservi. Pour le traiter de complotiste, c'était très très simple finalement, puisqu'il était un peu beaucoup imbu de lui-même, etc. Donc les médias s'en sont donnés à cœur joie pour le décrédibiliser. Ce qui n'empêche que, d'après les résultats qu'il a pu publier, il y avait effectivement des éléments qui permettaient de croire que son traitement avait un effet, peut-être moins bien, peut-être mieux que le virus, on ne sait pas. Mais dans la panique, ça permettait en tout cas d'atténuer. Mais on l'a traîné dans la boue, donc c'était aussi un petit clin d'œil à ça. Il y a aussi une autre nouvelle que j'ai beaucoup appréciée, c'est le Châtelain, où là vous évoquez énormément de thèmes qui évidemment moi me parlent énormément. Donc il y a l'héritage, la lignée, le patrimoine aussi, puis aussi la question du déclin.
puisque ce monsieur, c'est Cédric, je crois, doit vendre son château. Et c'est un château où il y a eu quand même plus de 6 siècles. Sa famille y a vécu, donc il y a quand même une grande lignée. Et en fait, il doit vendre ce château à cause certainement de problèmes financiers. Et en fait, il se retrouve arnaqué par son agent immobilier qui en fait profite de lui et lui fait croire que son château va être vendu à un grand groupe et qui va entretenir de manière pérenne ce château et ne va pas le détruire, etc. Pourquoi avoir de nouveau pris ce sujet, ce sujet pour ce château et pourquoi est-ce que pour vous c'est important? À chaque fois que j'ai pu lire des petites histoires dans la presse sur un aristocrate déchu, désargenté, qui avait... on sentait cette souffrance de ne pas savoir, lui, de ne pas être capable, lui, et particulièrement lui, alors que tout le monde avant lui avait réussi, transmettre ce château à la génération prochaine, à la prochaine génération. Et c'était une souffrance qui parlait, vous l'avez dit, hein, le déracinement, la lignée, le patrimoine, tout un tas de thématiques qui me tiennent à cœur. Et je me suis dit, c'est peut-être le personnage central d'une nouvelle qui pourrait me permettre de traiter toutes ces thématiques-là. Et je me suis fait plaisir en même temps parce que les agents immobiliers, c'est pas une profession que je porte dans mon cœur. Donc ça m'a permis d'avoir deux personnages qui représentent d'une part la modernité et l'autre la tradition. D'une part le je m'en foutisme complet, l'avidité, Camus parle beaucoup d'habiter le temps, et ces deux personnages ont une manière complètement différente d'habiter le temps. C'est pas du tout la même échelle. Pour le châtelain, c'est le temps très long, et il se considère comme étant un élément, un pion, une charnière, un point-virgule dans ce temps long. Et le personnage opposé, contradictoire, c'est-à-dire l'agent immobilier, lui qui tutoie d'ailleurs. Qui tutoie d'ailleurs, ouais, c'est tout à fait, il y a le tutoiement d'un côté, le gros de l'autre. C'est deux, c'est même pas deux générations, c'est deux mondes qui s'opposent. Et cet agent immobilier, lui, c'est l'inverse. Il englobe une partie du temps qui lui appartient et il veut en faire ce qu'il veut. Il est attiré par l'éphémère, par l'appât du gain, etc. Il n'est pas du tout dans... Et puis l'arnaque aussi, hein, le mensonge, le faux sel, comme dirait Camus. Et voilà, j'ai trouvé intéressant de faire se confronter ces deux personnages qui représentent chacun leur propre monde. Et bon, je ne veux pas dire la fin du livre, mais à la fin aussi, il y a aussi un message que j'essaie d'envoyer et que chacun lit à sa manière. Hein, mais ça me paraissait intéressant de traiter en Sologne d'ailleurs, hein, une terre de châteaux dont beaucoup sont à l'abandon. Cette question du déracinement, dans le sens où le personnage de ma nouvelle n'a plus d'ascendant, plus de descendants, et son seul objectif, c'est de vendre, mais pas à n'importe quel prix financier, on l'a compris, vous l'avez tout à fait compris, mais pas à n'importe qui aussi. Et pas n'importe qui. Il veut avoir la garantie que l'identité de son château va perdurer dans le temps, contre quelques aménagements qu'il est prêt à accorder, hein, un gros groupe, un financier, etc. C'est pas ça qui le dérange. Ce qu'il veut, c'est que son château garde son âme et qu'elle soit transmise, son nom soit transmis à travers ce château, à travers les générations. C'est ce qu'il souhaite. Mais justement, en vendant son château, il perd tout. Donc au final, là, ce que vous voulez aussi mettre en avant, c'est qu'il a quand même succombé à cette vente à cause du prix et aussi parce que c'était un grand groupe renommé. Mais au final, le châtelain perd surtout. C'est ça. C'est aussi l'ambiguïté du personnage. C'est qu'il y a aussi une autre question que vous avez bien compris, c'est et ça, il faut lire la fin pour y revenir, mais est-ce qu'il a pris les bonnes décisions du début à la fin d'ailleurs? Parce qu'à la fin du livre, du film, pas encore, non, à la fin de la nouvelle, le lecteur est questionné. Normalement, ça doit un petit peu l'interpeller sur mais et si il avait fait ça et ça et ça et ça, voilà. Donc ça pose aussi tout un tas de questions sur le destin, la prise en main de son destin, le hasard, enfin. Ça part un peu dans le métaphysique là, mais c'est un peu l'idée quoi. Non, et puis surtout moi c'est ce qui me parle, c'est l'importance de la lignée, parce que à quoi bon avoir un château si c'est pour le transmettre à personne. Et là visiblement il finit seul, sans amis aussi. Là c'est aussi décrit au début de la nouvelle, il n'a pas beaucoup d'amis, il fait très peu d'activités.
Ce qui fait que c'est vraiment aussi dans la solitude, dans un immense château. Vous vouliez parler aussi du concours de micro-nouvelles que vous aviez créé. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, alors j'ai découvert la micro-nouvelle, pareil, avec en faisant des concours de nouvelles. Je me suis rendu compte qu'il y avait un format qui était très très court. Et comme j'ai d'ailleurs un projet de livre qui va s'appeler L'éloge du bref, parce que j'affectionne particulièrement la forme courte, parce que avec la forme courte, ça demande beaucoup de travail, contrairement à ce qu'on peut croire. Plus on va être concis et plus ça va nécessiter le choix des mots, le choix de la ponctuation, etc. Donc on doit avoir normalement, plus votre travail est concis, plus le texte est court et plus il doit être propre et plus il doit être dense. Pas dans le sens indigeste, mais dans le sens dense, dense de sens, dense d'émotion, etc. Et cette expérience, l'idée est venue d'abord en lisant. On est très nombreux à avoir été dégoûtés de certains livres ou même parfois de la lecture avec des ouvrages d'un autre temps, des ouvrages qui correspondaient au XVIe siècle ou au XVIIe siècle lorsqu'on était, il était 17h, hein, j'aurais dit plutôt 5h de l'après-midi ou 5h du soir, et que il faisait noir dehors. Qu'est-ce qu'on faisait? Bon, on prenait un énorme livre, on faisait la veillée, soit on lisait en solitaire, soit on faisait la lecture, etc. Donc ça, c'était la télé, quoi. Alors, on pouvait lire 30, 40, 50 pages, ça pouvait durer un mois, c'est pas grave. C'était, au contraire, c'était même mieux. Plus il y avait de descriptions, plus on s'évadait. Aujourd'hui, les gens n'ont plus vraiment le temps de lire, ou il faut prendre le temps de lire, c'est compliqué. Et avec des assommoirs qui font X pages, ça devient vraiment compliqué. On a envie de parfois passer certains passages où ça ne nous intéresse pas forcément d'avoir une description complète d'un personnage qui va faire 4 pages. Enfin, ça, c'est ma vision des choses, hein. Mais au contraire, plus on va dans le cours, alors on rate des choses. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais par contre, mon parti pris, c'est de dire, si c'est plus court et qu'on a moins de description, il faut être tout de suite dans l'émotion. Il faut que ça dégage quelque chose. Il faut que les gens, en lisant cette petite nouvelle, micro-nouvelle, c'est moins de 1000 mots, 1000 signes, pardon, 1000 caractères, pas 1000 mots. J'en ai reçu de 1000 mots. C'est une centaine de mots, en fait. C'est très très court. Avec la même forme qu'une nouvelle, c'est-à-dire une accroche. Les anglo-saxons disent un twist, donc un retournement de situation, au milieu de la micro-nouvelle, donc au bout du 40e mot, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même compliqué, et une fin surprenante, sur n'importe quel sujet. Donc la difficulté, c'est ça, pour l'écrivain expérimenté, c'est quelqu'un qui va écrire des romans de 500 pages, écrire une micro-nouvelle, une histoire en 100 mots, ça va être très très compliqué pour lui, et quelqu'un qui a toujours eu envie d'écrire un roman, mais qui n'a pas le temps de le faire, clairement, ça va être une opportunité pour lui de dire, tiens, je vais écrire une petite histoire en 100 mots, ça va pas me prendre finalement beaucoup de temps, 1 heure je dirais, pour faire une bonne micro-nouvelle. Et donc j'ai lancé ce Grand Prix avec à la clé 1000 € à gagner, plus une petite cérémonie en partenariat avec la nouvelle librairie Libre Arbitre et puis Présent, qui est devenu un hebdomadaire. On va faire donc je pense au mois de décembre une petite cérémonie de remise de prix avec une publication et des interviews pour le gagnant et les finalistes. On a reçu, alors j'ai pas encore tout terminé, je suis assez en retard, d'ailleurs je m'en excuse auprès des participants, on a été débordé en fait, très clairement, on pensait pas recevoir autant de participation. On doit être à plus de 500 participations, ce qui est plutôt bien pour une première édition, de plus de 20 pays différents, beaucoup de pays francophones, mais pas que. Il y a la Roumanie, quelques pays africains aussi, le Canada, le Venezuela, enfin de partout, et avec du bon comme du moins bon, mais on va essayer d'en tirer le meilleur pour éditer un recueil de micro-nouvelles qui précédera celui que moi je pense sortir certainement début 2023. J'attends d'avoir vraiment un nombre suffisant de micro-nouvelles qualitatives pour pouvoir l'éditer. Aujourd'hui j'en ai pas mal, mais il faut encore que je trie, que j'épure. Voilà. Ok, mais c'est combien de micro-nouvelles à peu près alors dans un recueil? J'ai pas vraiment d'idée, mais moi je voudrais en avoir suffisamment pour que le lecteur puisse y revenir. Enfin, s'il a envie d'en lire 5-6 d'un coup, pas de problème, il peut y revenir, mais qu'il n'ait pas l'impression d'acheter un feuillet, un livret de 50 pages. Quoi. Je voudrais qu'il y ait quand même au moins 100 pages, ce qui veut dire a priori au moins 80-90 micro-nouvelles. Puisque une micro-nouvelle, ça tient sur une page d'un livre qui fait 19-12 par exemple. Typiquement comme celui-là, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Un livre comme ça, là, on a combien de pages là? 139 pages. Ouais, il y aura une mise en page particulière, hein, mais il faut imaginer en avoir une par page, quoi.
plus une petite préface, des choses comme ça, on arrivera à 100, 150 pages. Ouais. Et Éloge du bref, c'est un peu une référence assez claire à l'éloge du paraître de Renaud Camus, ou bien? Tout à fait. C'est ça. Ok. Bravo. C'est- Faut être un et lecteur de puis, Shakespeare. dernier point, la micro-nouvelle, c'est outil ou instrument pour combattre le grand et le petit remplacement? Ça peut l'être, c'est aussi pour ça que j'essaie enfin, d'être de plus en plus dans la littérature, dans les textes littéraires que dans les textes plus prosaïques, hein. Même si c'est la littérature, ça l'est aussi, mais ça permet de traiter des thématiques, de parler à un public beaucoup plus large, qui va pas forcément voir tout de suite de quoi on parle, mais parfois en le relisant, enfin, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit en se disant ah, j'avais pas vu les choses comme ça. Surtout que l'exercice de la nouvelle de micro-nouvelle permet l'effet de surprise. Donc on peut emmener le lecteur à faire quelque chose qu'il a l'habitude de lire ou de voir, quelque chose un peu sirupeux, bien pensant, plein de moraline, et le choc arrive à la fin de l'histoire. Et j'en ai écrit quelques-unes des comme ça. Notamment avec quelqu'un qui est plein de bons sentiments, qui va aider quelqu'un dans un centre de rétention, en pensant, encore une fois, bien faire, ça j'en suis persuadé, en pensant bien faire, en pensant d'être dans le bien et dans le vrai et dans le bon, et qui finit avec une lame dans le ventre. Donc il y a ce côté un peu, on emmène le lecteur vers quelque chose de très doux, très Tragique. beau, très sain, et le réel arrive. Parce que c'est issu enfin souvent c'est issu de choses qui sont arrivées déjà ou qui m'ont inspiré. Et le réel arrive. Et là on se dit, oui, bah oui, mais ça peut arriver. Oui, bon bah regarde, ouvre les journaux et tu verras que malheureusement ça arrive trop souvent. Ça devrait pas arriver déjà. Si ça arrive une La, fois, c'est un accident, d'accord, mais ça devrait pas arriver. Ce genre de choses. la revue de presse la plus célèbre de France est certainement une source d'inspiration pour des micro-nouvelles, je pense. Oh, oui, oui. Bah, et j'essaie de m'en préserver un peu parce que je voudrais pas être sur que, mais effectivement c'est qu'un, mais je voudrais pas être sur du monothématique, c'est-à-dire que j'essaie de traiter pas que le sujet de l'immigration, de l'islam, même si c'est, ou du grand remplacement, même si c'est des choses sur lesquelles je me concentre pas mal. Mais voilà, ça peut être des choses aussi très, très belles. J'ai fait une micro-nouvelle où on pense qu'on décrit une belle femme blonde, etc. Et finalement, à la fin, on parle pas de ça, on parle d'autre chose. Donc c'est très léger. Il n'y a pas de message politique derrière. C'est vraiment du loisir, une petite littérature basique, quoi, ou la description d'une feuille qui va tomber. Une fois, je me suis dit, c'était l'automne. Je me suis dit, tiens, une feuille qui tombe. Ça va m'inspirer quelque chose qui est presque à la frontière entre la poésie et la prose, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'inspire, donc je vais le décrire. Les gens trouvent ça nul, beau, pas beau. Après, c'est à eux de voir en lisant. Ils ressentent pas. Mais l'objectif, hein, à chaque fois que j'en écris une, que j'en publie une, parce que ça m'arrive de les jeter aussi. Je pense que lorsqu'on veut faire de la qualité, il faut savoir aussi c'est comme quand on fait de la photo ou quoi que ce soit. Ouais, il faut savoir trier et se faire violence en disant il est pas mal, mais il est pas assez bien. Donc soit on le retravaille, et si on n'arrive pas à en sortir quelque chose de suffisamment qualitatif, on le dégage. Et avec les micro-nouvelles, c'est pareil. J'en ai publié pas mal sur mon site internet ou alors sur les réseaux sociaux, et j'aime bien avoir le retour des gens, leur ressenti. Le plus beau des cadeaux, c'est quand les gens sont émus, lorsqu'ils ont ressenti quelque chose, soit parce que ça leur parle par rapport à leur expérience personnelle, ou parce qu'il y a une émotion qui est passée. L'émotion et le message. Bah, écoutez, mille merci, Chakri Rose, d'avoir accepté mon invitation. Et à vous. Pour vous procurer Train de nuit, il faut aller sur le site de la Nouvelle Librairie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.